Je peux guérir vos yeux, dit la fillette au millionnaire. Le secret de sa femme éclata au grand jour. Le jardin du Luxembourg était vibrant cet après-midi de mardi. Le soleil filtrait à travers les feuilles des immenses chênes, créant des motifs de lumière et d'ombre sur la pelouse fraîchement coupée. Mais pour Étienne de Montaigne, tout cela n'était qu'un souvenir lointain, une photographie mentale qui s'évanouissait jour après jour. Assis sur un banc de bois verni, avec la posture rigide de celui qui a été éduqué dans les meilleures écoles d'Europe. Étienne ajusta le nœud de sa cravate Hermès. Son costume bleu marine, fait sur mesure par un tailleur Sifonelli, épousait parfaitement son corps athlétique et ses lunettes noires dissimulaient la tragédie qui avait réécrit son destin il y a à peine 6 mois. Une obscurité absolue, froide et permanente. À 32 ans, Étienne avait tout en théorie. Une fortune incalculable héritée de l'empire du luxe et de la parfumerie de son père, des propriétés sur 3 continents et une épouse que les magazines mondains décrivaient comme la compagne idéale. Cependant, assis là, sa canne blanche appuyée contre son genou, il se sentait l'homme le plus démuni du monde. Le chant des oiseaux ne lui apportait pas la paix, mais l'irritation. Le rire des enfants jouant au loin lui rappelait la famille qu'il n'avait pas. « S'il vous plaît, Étienne, ne bougez pas tant. » La voix de Béatrice coupa ses pensées comme un couteau aiguisé. Elle se tenait à quelques mètres de lui, tapant furieusement sur son téléphone portable. Son tailleur-jupe rouge était une déclaration de pouvoir, et ses cheveux blonds étaient coiffés en une vague parfaite que même la brise n'osait pas désordonner. « J'ai une réunion avec le conseil d'administration dans 40 minutes. Je t'ai dit que t'emmener prendre l'air était une perte de temps. Tu devrais être à la maison avec l'infirmière. Je voulais juste sentir le soleil sur mon visage, Béatrice. » répondit Étienne, sa voix grave et fatiguée. « Cela fait des semaines que je ne suis pas sorti de ce hôtel particulier. Je me sens comme un prisonnier dans ma propre maison. Ne sois pas dramatique. Je le fais pour ton bien. Dans ton état, tu es vulnérable. Les gens te regardent avec pitié. Tu ne te rends pas compte ?» Béatrice soupira avec agacement, sans quitter l'écran de son téléphone. « Attends-moi ici. Je vais acheter une bouteille d'eau minérale. Je ne supporte pas cette chaleur. Et ne parle à personne. » Le son des talons aiguilles de Béatrice, s'éloignant sur le chemin de pierre, résonna dans les oreilles aiguisées d'Étienne jusqu'à disparaître. Il resta seul, enveloppé dans son obscurité, serrant les poings sur ses genoux. La solitude était plus lourde que la cécité. C'est alors qu'il sentit quelque chose d'inhabituel. Ce ne fut pas un bruit, mais une présence. Quelqu'un s'était arrêté juste devant lui. L'air changea légèrement, apportant avec lui une odeur qui ne correspondait pas à l'environnement soigné du parc. Ce n'était pas le parfum français de Béatrice, ni l'odeur de l'herbe coupée. C'était une odeur de fumée de bois, de vieux vêtements et d'humidité. Mais il y avait aussi un fond sucré comme de vieux biscuits à la vanille. Étienne tendit les muscles. « Qui est là ?» demanda-t-il, tournant légèrement la tête, essayant d'utiliser son ouïe comme un radar. Personne ne répondit immédiatement, mais il sentit alors un contact. C'était une petite main, minuscule, une main rêche avec la peau tannée par le froid et le manque de soin, qui se posa avec une délicatesse infinie sur son front. Le contact fut électrique. Étienne, qui fuyait habituellement le contact physique depuis son accident, resta paralysé. Il ne sentit pas de peur, mais un étrange calme qui descendit le long de sa colonne vertébrale, faisant taire le bruit lointain du trafic. « Je peux guérir vos yeux », murmura une voix enfantine, éraillée mais ferme. Étienne déglutit, déconcerté. La main de la fillette était toujours sur son front, irradiant une chaleur qui semblait pénétrer jusqu'au fond de ses orbites vides. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-il sans oser l'écarter. « Vos yeux ne sont pas morts, monsieur », continua la fillette. Sa voix avait un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. « Ils sont juste tristes, très tristes. Mémé dit que la tristesse éteint la lumière. Mais si vous enlevez la tristesse, la lumière revient. Je peux l'enlever. » Devant lui, bien qu'Étienne ne pût la voir, se tenait Lumière. Elle avait 8 ans, mais ses grands yeux sombres semblaient avoir vu 100 ans de difficulté. Elle portait un sweatshirt gris énorme, 3 tailles trop grands pour son corps chétif, plein de patchs mal cousus et de taches de terre. Ses cheveux étaient ramassés en un chignon désordonné, et ses baskets avaient des trous par où dépassaient ses orteils. Cependant, sa posture était digne, presque solennelle. Alors qu'elle maintenait sa main sur le front du millionnaire, Étienne sentit un nœud se former dans sa gorge. Personne ne l'avait touché avec cette compassion depuis des années. Même pas sa femme. Béatrice le touchait avec une efficacité clinique ou avec impatience, mais jamais ainsi. « Comment t'appelles-tu » demanda Étienne, sentant une larme traîtresse s'accumuler sous ses lunettes noires. « On m'appelle Lumi. »
répondit-elle, retirant doucement sa main. Mais mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez besoin de revoir. Il y a des choses que vous ne voyez pas, et ce n'est pas à cause de vos yeux. Étienne allait demander à quoi elle faisait référence quand le son indubitable et agressif des talons de Béatrice revint, frappant cette fois le pavé avec fureur. Béatrice s'était arrêtée net à environ 10 mètres. La bouteille d'eau qu'elle tenait glissa de ses doigts et tomba au sol, roulant sur le chemin. Son visage, habituellement composé et froid, se défigura en une grimace de terreur absolue. Ses yeux bleus se fixèrent sur la fillette en haillons qui se tenait devant son mari. Ce n'était pas possible. Elle s'était assurée qu'il soit loin. Elle s'était assurée qu'il disparaisse. La fillette tourna la tête et regarda Béatrice. Il n'y eut pas de peur dans le regard de la petite, seulement une reconnaissance silencieuse et accusatrice. « Toi !» cria Béatrice, retrouvant sa voix qui sonnait maintenant stridente et chargée de panique. « Éloigne-toi de lui tout de suite !» Le cri de Béatrice brisa l'atmosphère magique qui s'était créée autour du banc. Étienne sursauta, désorienté par la violence dans la voix de sa femme. Il tendit instinctivement une main vers l'avant, cherchant l'emplacement de la fillette, craignant que Béatrice ne lui fasse du mal. « Béatrice, attends !» ordonna Étienne, se levant avec difficulté, utilisant la canne pour se stabiliser. « C'est juste une enfant, elle ne fait rien de mal. » Mais Béatrice ne l'écoutait pas. La peur l'avait transformée. Elle courut les mètres qui les séparaient comme si sa vie en dépendait. Elle arriva jusqu'à Lumi et la poussa fortement par l'épaule. La fillette, faible et petite, trébucha et tomba sur l'herbe, bien qu'elle n'émît aucun son de plainte. « Je ne veux pas de toi près de lui, je t'ai prévenu. » Béatrice hurla, perdant complètement la prestance élégante qu'elle soignait tant en public. Elle se tourna vers Étienne, l'agrippant par le bras, avec une force qui lui fit mal. « Étienne, allons-y. C'est une voleuse. Ces gens du parc sont des pickpockets. Ils utilisent les enfants pour te distraire et te voler ta montre. » « Elle ne volait rien du tout, » dit Étienne, se dégageant de l'emprise de sa femme d'un mouvement brusque. Son visage était rouge de colère. Il détestait qu'on le traite comme un incapable qui ne pouvait percevoir la réalité. « Elle me parlait, elle m'a touché le front. Elle a dit qu'elle pouvait me guérir. » Béatrice pâlit, regarda la fillette qui se relevait du sol, secouant la terre de son sweatshirt gris. « Te guérir. » Béatrice laissa échapper un rire nerveux, aigu et désagréable. « Mon Dieu, Étienne, c'est une mendiante sale avec des délires. Elle est sûrement droguée ou folle. Regarde-la. Enfin, tu ne peux pas la voir, mais elle est répugnante. Elle sent la poubelle. »« Je sens le bois qui brûle, » dit Lumi. Sa voix ne tremblait pas malgré la chute. Elle resta ferme, regardant la femme en rouge dans les yeux. « Et vous sentez la peur. » La phrase frappa Béatrice comme une gifle physique. Elle recula d'un pas, portant la main à sa poitrine. « Qu'as-tu dit, morveuse insolente ?» siffla Béatrice. Étienne, guidé par la voix de la fillette, fit un pas vers elle. « Pourquoi as-tu dit ça, petite ?» demanda Étienne, ignorant sa femme. « Pourquoi dis-tu qu'elle a peur ?» Lumi s'approcha de nouveau d'Étienne, ignorant le regard assassin de Béatrice. « Parce qu'elle sait qui je suis, et elle sait que le mensonge se termine quand vous arriverez à la vieille table, » dit la fillette, avec une clarté dévastatrice. Le cœur d'Étienne commença à battre fort contre ses côtes. Une sensation de déjà-vu l'envahit. Vieille table. Cette phrase déclencha un souvenir fragmenté dans son cerveau. Quelque chose de son enfance, quelque chose avant les internats suisses et la vie de luxe. Une table en bois rustique, dans une petite cuisine où quelqu'un lui servait de la soupe chaude. « Pasta », interrompit Béatrice, en proie au désespoir. Elle ouvrit son sac de marque, sortit une poignée de billets de banque de haute dénomination sans même les compter et les jeta au visage de la fillette. Les billets virevoltèrent dans l'air avant de tomber sur la pelouse et sur les chaussures déchirées de lumière. « Tiens, voilà de l'argent pour manger pendant 1 mois. Maintenant, va-t'en et ne t'approche plus jamais de nous. » Le parc resta silencieux un instant. Quelques passants s'arrêtèrent pour observer la scène. La femme élégante humiliant une enfant de la rue devant un homme aveugle. Lumière ne bougea pas. Elle ne se baissa pour ramasser aucun billet. Elle maintint son regard fixé sur le visage couvert par les lunettes noires d'Étienne. « L'argent ne guérit pas les yeux, monsieur, » dit la fillette doucement, « et il n'achète pas non plus le pardon. Mais Margot attend. Elle n'a pas voulu de l'argent que cette femme lui a offert il y a 5 ans pour qu'elle parte. Et moi non plus, je n'en veux pas maintenant. » En entendant le nom Margot, Étienne sentit que le sol disparaissait sous ses pieds. Il lâcha sa canne, qui tomba au sol avec un bruit sec. Ses mains commencèrent à trembler de manière incontrôlable. « Margot ?» La voix d'Étienne se brisa, se transformant en un murmure rauque. « Ma mère,
Il se tourna vers l'endroit où il sentait la présence de Béatrice, son visage contorsionné par un mélange d'espoir et d'horreur. « Béatrice, tu m'as dit que ma mère était morte il y a 3 ans. Tu m'as montré le certificat de décès. Tu m'as emmené à sa tombe. » Béatrice était acculée. Une sueur froide lui coulait dans le dos. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue, une excuse, n'importe quoi. « Elle ment, Étienne !» cria Béatrice, mais sa voix manquait de conviction. « C'est une arnaque courante. Ils enquêtent sur les noms de tes proches morts pour te soutirer de l'argent. C'est cruel ce qu'ils font. Allons-y, s'il te plaît. La voiture nous attend. » Béatrice essaya de saisir Étienne de nouveau, tirant sur sa manche avec désespoir. Mais cette fois, Étienne n'était pas un homme malade. C'était un homme qui venait de se réveiller. Étienne planta ses pieds dans le sol d'un mouvement rapide, tendit sa main vers la voix de la fillette. « Fillette Lumière », dit Étienne, la main suspendue en l'air. « Donne-moi ta main. Ne la touche pas, Étienne. Elle va t'attraper une maladie », cria Béatrice. Mais Lumière, avec un sourire triste, tendit sa petite main sale et prit la main grande et soignée du millionnaire. En sentant de nouveau ce contact, cette peau rêche et chaude, Étienne sut la vérité. Ce ne fut pas une déduction logique, ce fut un instinct viscéral. La main de la fillette avait la même structure osseuse que la sienne. Ses doigts s'emboîtaient. Cette fillette n'était pas une étrangère. Cette fillette était de son sang. « Emmène-moi », ordonna Étienne, serrant la main de la fillette comme si c'était sa seule ancre dans le monde. « Emmène-moi là où est Margot. Si tu fais un pas avec elle, je te quitte. » Menace Béatrice, jouant sa dernière carte, la carte de l'abandon qui fonctionnait toujours avec lui. « Tu resteras seul, aveugle et sans personne pour prendre soin de toi. » Étienne tourna la tête vers Béatrice. Bien qu'il ne pût la voir, Béatrice sentit qu'il la regardait directement dans l'âme. Et ce qu'elle y vit la glaça jusqu'aux os. « Je préfère être aveugle et seul qu'accompagné par une menteuse, » dit Étienne d'une voix glaciale. « Et si ma mère est vivante, Béatrice, prépare-toi, car Dieu ne te pardonnera pas ce que je vais te faire. » Étienne fit un pas en avant, guidé par la fillette au sweatshirt gris, laissant derrière lui sa femme, son chauffeur et la vie de mensonge qu'il avait construite. Le son des billets piétinés par ses chaussures tandis qu'il s'éloignait fut le seul adieu que Béatrice reçut. Le son des oiseaux du parc resta en arrière, remplacé rapidement par le rugissement agressif de l'avenue principale. Pour Étienne, le monde était devenu une cacophonie de klaxons, de freinages et de murmures de gens pressés. Mais au milieu de ce chaos, la seule chose qui donnait un sens à sa réalité était la petite main rêche de Lumière, agrippée à la sienne. Elle ne tirait pas sur lui avec impatience, mais le guidait avec une fermeté protectrice, esquivant les fissures dans le pavé et les piétons distraits avec une habileté de la rue qu'aucune école de bonne manière ne pouvait enseigner. « Étienne, arrête-toi tout de suite. » La voix de Béatrice les poursuivait, mélangée au cliquetis frénétique de ses talons sur l'asphalte. « Tu te rends ridicule. Les gens nous regardent. Pour l'amour de Dieu, tu es un de Montaigne. Tu ne peux pas t'en aller main dans la main avec une pouilleuse. » Étienne serra la mâchoire, mais ne ralentit pas le pas. L'obscurité qui l'entourait ne se sentait plus vide. Elle se sentait pleine de questions qui exigeaient des réponses immédiates. Chaque pas qu'il faisait loin de sa femme était un pas vers une vérité qu'il craignait, mais dont il avait besoin plus que l'air. « Où allons-nous, petite ?» demanda Étienne, ignorant les cris de sa femme. Sa voix était rauque, chargée d'une émotion contenue. « À l'arrêt de bus, monsieur », répondit Lumière avec naturel, comme si emmener un millionnaire aveugle en costume de soie bleu marine, prendre les transports publics, était la chose la plus normale du monde. Le 14 nous dépose près de la descente de la colline, mais il faut marcher vite parce que si nous le manquons, le prochain met 1 heure. Un bus. Le cri de Béatrice fut strident lorsqu'elle réussit finalement à les rattraper, agrippant Étienne par le bras libre et tirant sur lui avec force pour l'arrêter. « Tu ne vas pas monter dans un bus infesté de germes. Étienne, écoute-moi. Tu as un épisode. C'est le stress post-traumatique de l'accident. Le médecin a dit que cela pouvait arriver. Cette fillette n'est pas ta nièce, ni ta petite-fille, ni rien. C'est une arnaqueuse entraînée. Sûrement sa mère lui dicte ce qu'elle doit dire par une oreillette. » Étienne s'arrêta net, obligeant Lumière à s'arrêter aussi. Le millionnaire tourna le visage vers l'endroit où il sentait le parfum coûteux de sa femme. Une fragrance qui lui paraissait élégante auparavant et qui maintenant lui soulevait l'estomac. « Béatrice, » dit Étienne, baissant la voix à un ton dangereusement calme. « Tu as dit que ma mère est morte d'une crise cardiaque il y a 3 ans. Tu as dit que tu étais allé à l'hôpital, qu'il t'avait remis ses cendres, qu'elle ne voulait pas me voir parce qu'elle avait honte de sa pauvreté. Et c'est la vérité, mentit Béatrice, bien que sa voix tremblât imperceptiblement. Je l'ai fait pour te protéger.
Elle te haïssait, Étienne. Elle te haïssait d'avoir réussi. Elle voulait ton argent pour ses vices. Lumière serra la main d'Étienne. La fillette leva les yeux vers la femme blonde et élégante qui les regardait avec désespoir et haine. « Mémé n'a pas de vice, » dit la fillette d'une voix claire. « Elle ne boit que de la tisane à la camomille. » Et elle écrivait des lettres à Monsieur Étienne toutes les semaines. Des lettres sur du papier bleu. L'air sembla se figer autour d'Étienne. « Papier bleu !» répéta-t-il, sentant un frisson. Sa mère utilisait toujours du papier bleu bon marché pour lui écrire quand il était à l'internat il y a plus de 20 ans. C'était un détail intime que personne d'autre ne savait. « Oui, » continua Lumière sans lâcher la main de l'homme, mais elles ne lui sont jamais parvenues. La femme en rouge les interceptait dans la grande boîte aux lettres de l'entrée. Je l'ai vue une fois quand je suis allé en déposer une en cachette, et je l'ai vu les brûler dans la cheminée en pierre blanche qu'ils ont dans le grand salon. Mémé a beaucoup pleuré quand elle a su que vous ne répondiez jamais. Elle a pensé que vous l'aviez oublié parce que vous étiez riche. Étienne sentit que ses jambes lui lâchaient. L'image mentale fut dévastatrice. Sa mère, âgée et humble, écrivant avec espoir sur du papier bleu. Et Béatrice, la femme avec qui il dormait chaque nuit, jetant ses mots d'amour au feu, se moquant de sa douleur, manipulant sa solitude pour le maintenir isolé et contrôlé. « Elle ment !» cria Béatrice, hystérique, regardant les curieux qui commençaient à s'arrêter pour observer la scène. « C'est une menteuse pathologique. J'appelle la police. Tu es en train d'emmener une personne handicapée contre sa volonté. » « Non, Béatrice, » interrompit Étienne. Il se dégagea brusquement de l'emprise de sa femme et brandit sa canne blanche, la pointant vers elle comme une épée accusatrice. « Personne ne m'emmène contre ma volonté. Je choisis d'y aller. Et si tu oses nous suivre ou appeler quelqu'un, je te jure sur la mémoire de mon père que demain même j'ordonne à mes avocats de te retirer jusqu'à ton nom de famille. » Béatrice recula, pâle comme un linge. La menace financière était la seule chose qui l'effrayait réellement. « Étienne, tu ne peux pas être sérieux. Tu ne peux pas partir avec cette salle dans un quartier misérable. On va te voler, on va te tuer. Tu ne vois rien. » Sa voix se brisa, oscillant entre la fureur et les pleurs fins. « Je fais ça parce que je t'aime. Si tu m'aimais, tu aurais aimé ce que j'aime, » sentencia Étienne. Puis il adoucit sa prise sur la main de la fillette. « Lumière, emmène-moi au bus. Je veux aller à la maison, ma vraie maison. » La fillette hocha la tête, bien qu'il ne pût la voir, et tira doucement sur lui. « Allons-y, tonton Étienne. Le bus vert arrive. » Ils laissèrent Béatrice debout sur le trottoir, haletante comme un poisson hors de l'eau, les ongles plantés dans son sac de créateur, voyant comment sa vie de luxe et de mensonge commençait à s'écrouler à cause d'une fillette de 8 ans qui sentait le bois brûler. Le voyage en bus fut une expérience sensorielle accablante pour Étienne. Habitué au silence hermétique de sa limousine climatisée, il se vit plongé dans un monde de bruits mécaniques, d'odeurs de sueur, de friture et de carburant diesel. En montant, il trébucha sur les marches, mais Lumière fut là instantanément, plaçant sa petite main sur son dos pour le pousser doucement. « Montez le pied, monsieur, c'est tôt », lui indiqua-t-elle. Personne ne lui offrit le siège réservé. Étienne pouvait sentir les regards lourds des passagers. Ce n'étaient pas des regards d'admiration pour son costume cher, c'étaient des regards de jugement. Un riche jouant à être pauvre ou peu, être un riche tombé en disgrâce, entendit-il des murmures. « Regarde, les chaussures de ce type valent plus que ma maison, » murmura quelqu'un. « Qu'est-ce qu'il fait avec la fille de la folle Margot ?» répondit une autre voix. Ce commentaire fut celui qui confirma tout. La folle Margot. C'est ainsi qu'on appelait sa mère. Étienne sentit une douleur poignante dans sa poitrine, mais aussi un soulagement. Si les gens la connaissaient, cela signifiait qu'elle était réelle, qu'elle était vivante. Ils s'assirent à l'arrière. Le bus démarra avec une secousse violente qui faillit faire tomber Étienne, mais il s'accrocha au tube de métal rouillé. « C'est loin ?» demanda-t-il à voix basse, se penchant vers la fillette. « Un peu. Nous devons traverser le pont et monter la colline, » lui expliqua Lumière. Puis, avec une timidité soudaine, elle ajouta « Vous êtes vraiment mon tonton ? Mémé dit que vous êtes son fils, mais que vous êtes parti il y a longtemps et que vous êtes devenu un roi. » Étienne sourit tristement. « Je ne suis pas un roi, petite. Je suis juste un homme qui était aveugle bien avant de perdre la vue. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Comment va-t-elle ? Comment va ma mère ? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. » Lumière joua avec les patchs de son sweatshirt avant de répondre. « Mémé est fatiguée. Elle a mal aux os quand il pleut, et elle tousse beaucoup à cause du froid. La maison a des trous dans le toit, et l'eau entre. » La fillette baissa la voix. « Parfois, elle ne mange pas pour me donner à moi. Elle dit qu'elle n'a pas faim, mais je sais que c'est un mensonge. Son estomac fait des bruits. Chaque mot était un poignard,
dans le cœur d'Étienne. Pendant qu'il dînait du homard et buvait des vins de récoltes anciennes dans son hôtel particulier climatisé, sa propre mère souffrait de la faim et du froid à quelques kilomètres de distance. La culpabilité le frappa avec une telle force qu'il dut enlever ses lunettes noires pour essuyer les larmes qui coulaient sans contrôle de ses yeux inutiles. « Jamais plus », jura Étienne en serrant les dents. « Jamais plus elle n'aura faim, je te le promets. » Le bus freina avec un grincement métallique. « Nous sommes arrivés », annonça Lumière. En descendant, le changement d'atmosphère fut drastique. L'air ne sentait plus la pollution de la ville, mais la terre humide, les déchets brûlés et les ragoûts faits maison. Le sol sous les mocassins italiens d'Étienne était irrégulier, plein de pierres et de bosses. « Faites attention, ici il n'y a pas de trottoir », avertit la fillette, prenant sa main plus fort. « Nous devons marcher au bord du chemin de terre. » Ils commencèrent à marcher. Étienne se sentait maladroit, vulnérable. Sa canne heurtait des boîtes vides et des pierres. Il entendait des aboiements de chiens errants très près de ses jambes. Il se rendit compte à quel point il était loin de sa zone de confort. C'était un endroit où l'argent de sa poche ne servait pas de bouclier contre la réalité. Soudain, un moteur puissant rugit derrière eux, s'approchant dangereusement et soulevant un nuage de poussière. La voiture freina brusquement, leur bloquant le passage. Étienne reconnut le son du moteur. C'était le SUV de sécurité qui le suivait habituellement. Monsieur de Montaigne, c'était la voix de Dubois, son chef de la sécurité, un homme corpulent et loyal, mais loyal à celui qui payait. Et Béatrice signait les chèques dernièrement. Madame Béatrice est très inquiète. Elle nous a ordonné de vous ramener à la maison immédiatement par la force, si nécessaire. Étienne sentit Lumière se recroqueviller de peur à côté de lui, essayant de se cacher derrière sa jambe. « Dubois », dit Étienne, se redressant de toute sa hauteur. Malgré sa cécité et ses vêtements pleins de poussière, il irradiait une autorité naturelle. « Vous travaillez pour ma famille depuis 10 ans. Vous connaissez mon père? Vous savez qui je suis? Oui, monsieur. Mais madame dit que vous n'êtes pas dans votre état normal, que cette fillette vous a drogué ou hypnotisé. » La porte du copilote s'ouvrit et on entendit la voix de Béatrice, qui était venue avec l'équipe de sécurité. Elle n'osait pas descendre de la voiture, craignant de salir ses chaussures dans la boue du quartier marginal. « Montez-le dans la voiture, Dubois !» cria-t-elle depuis la fenêtre. « Le jeu est terminé, Étienne. Entre tout de suite, ou je te déclare mentalement incompétent, et je prends le contrôle total de l'entreprise demain à la première heure. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Béatrice venait de révéler complètement son vrai visage. Ce n'était plus l'épouse inquiète, c'était l'associée ambitieuse qui voyait son actif le plus précieux en danger. Étienne lâcha la main de Lumière pendant une seconde et s'avança vers l'endroit où résonnait la voix de Dubois. « Dubois, écoutez-moi bien, » dit Étienne d'une voix d'acier. « Si vous me touchez ou touchez la fillette, vous êtes viré. Et pas seulement ça. Je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans la sécurité dans ce pays. Mais si vous me laissez passer, si vous montez dans cette voiture et emmenez cette femme loin d'ici, je triplerai votre salaire quand je reprendrai le contrôle de mes comptes demain, car je vais le reprendre. » Il y eut un silence tendu. On n'entendait que le moteur du SUV au ralenti et le vent faisant bouger les tôles ondulées des toits voisins. « Monsieur !» hésita Dubois. « Ne l'écoutez pas !» cria Béatrice. « C'est un aveugle inutile. »« Obéis-moi, Dubois !» insista Étienne, plus doucement cette fois. « Ma mère vit ici en haut. Je vais la voir. Allez-vous m'empêcher de voir ma mère ?» Dubois soupira bruyamment. Le bruit d'une porte se fermant indiqua sa décision. « Je suis désolé, Madame Béatrice. Je ne me mêle pas des mères de qui que ce soit, » dit le garde avec fermeté. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria Béatrice, tandis que la voiture commençait à reculer. « Vous êtes des traîtres. Étienne, tu vas le regretter. Tu vas pourrir dans cette décharge. »« Je préfère cette décharge que ton palais de glace, Béatrice, » murmura Étienne tandis que le son du véhicule s'éloignait, emportant avec lui la dernière connexion avec sa vie antérieure. Il se tourna vers la fillette, tâtonnant l'air jusqu'à trouver son épaule. « Ils sont partis. Lumière. Ils sont partis. » La fillette, qui avait retenu sa respiration, laissa échapper un sanglot de soulagement et embrassa la jambe d'Étienne. « Vous êtes courageux, tonton, comme les chevaliers des contes que Mémé me lit. »« Non, je ne suis pas courageux, » nia Étienne, caressant les cheveux désordonnés de la fillette. « J'avais juste les yeux fermés, et tu es en train de me les ouvrir. Maintenant, emmène-moi. Je veux sentir la soupe de ma mère. » Ils continuèrent l'ascension par le chemin de terre. Le soleil commençait à se coucher et l'air devenait plus froid. Mais Étienne sentait une chaleur interne qui grandissait à chaque pas. Il allait vers l'inconnu, vers la pauvreté, vers la douleur du passé. Mais pour la première fois depuis des années, il savait exactement où il allait.
L'ascension de la colline fut un calvaire physique qu'Étienne n'aurait jamais imaginé dans sa vie antérieure, protégé par des vitres teintées et la climatisation. Chaque pas était une bataille contre la gravité et contre sa propre cécité. Le chemin de terre, durci par le soleil et fissuré par le manque de pluie, était une carte de danger invisible pour lui. Ses chaussures à semelles de cuir glissaient constamment sur le gravier meuble, et plus d'une fois ses chevilles se tordirent douloureusement, menaçant de se casser. « Attention ici, tonton, il y a un fossé où coule l'eau sale », avertit Lumière, tirant sa main avec force pour le guider vers la gauche. Étienne obéit, mais son pied droit glissa sur le bord boueux. Il perdit l'équilibre et tomba lourdement sur ses genoux. L'impact fut sec et douloureux. Il sentit comment le tissu fin de son pantalon italien se déchirait et comment les pierres s'enfonçaient dans sa peau, brisant l'épiderme. La douleur fut aiguë, mais la brûlure de l'humiliation fut pire. Là, il était, Étienne de Montaigne, le magnat, à genoux dans la boue d'un quartier marginal, aveugle et sale. « Tonton, ça va ?» La voix de Lumière sonna alarmée. Il sentit ses petites mains essayant de le relever, mais il était trop lourd pour elle. Étienne resta là un moment, respirant bruyamment. L'odeur de l'endroit était intense, un mélange de terre humide, de fumée de bois, d'animaux de ferme et de quelque chose d'autre, quelque chose qui sentait l'humanité brute sans filtre. « Je vais bien », mentit-il, serrant les dents pour ne pas crier de frustration. Il essaya de se relever, mais sa main, en cherchant un appui, toucha quelque chose de visqueux et froid sur le sol. Il s'essuya frénétiquement sur sa veste, la ruinant encore plus. « Laisse-moi t'aider », insista la fillette. « Non », aboya-t-il, poussé par une vieille et stupide fierté. « Je peux y arriver seul. » Il se releva en chancelant, sale et haletant. Il y eut un silence gênant. Étienne se rendit compte de son erreur instantanément. Il ne pouvait pas traiter son unique guide comme il traitait ses employés. « Je suis désolé », murmura-t-il en baissant la tête. « Je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué à ne pas pouvoir voir où je mets les pieds. »« Ne t'inquiète pas », dit Lumière avec une maturité qui lui brisa l'âme. Maman aussi tombait beaucoup quand elle est tombée malade. Elle disait que le sol l'appelait parce qu'elle était fatiguée. Étienne se tendit. « Ta maman ?» demanda-t-il tandis qu'il reprenait la marche plus lentement. « Ma sœur Sophie. »« Oui, Sophie. » La fillette prononça le nom avec révérence. « Elle m'a parlé de vous. Elle a dit que vous aviez les cheveux de la couleur du café et que vous aimiez beaucoup lire de gros livres. Où est-elle maintenant, Lumière ?» Étienne craignait la réponse, mais il avait besoin de savoir combien de dégâts son absence et la manipulation de Béatrice avaient causé. Lumière resta silencieuse quelques secondes. On n'entendait que l'aboiement lointain d'un chien et le craquement de leurs pas. « Elle est partie au ciel il y a 2 hivers, » dit la fillette doucement. Elle toussait beaucoup. Mémé Margot dit qu'elle était à bout de force, mais moi je crois qu'elle a perdu l'espoir. Elle attendait une lettre de vous, tonton. Tous les jours, elle demandait au facteur si quelque chose était arrivé de monsieur Étienne. Quand elle est morte, Mémé a cessé de demander. Étienne s'arrêta net. L'air lui manqua dans les poumons comme s'il avait reçu un coup à l'estomac. 2 hivers. Il y a 2 ans, juste au moment où il concluait une affaire à 1 million à Tokyo, célébrant avec du champagne, sa sœur mourait dans la misère, attendant un mot de lui, une aide qui n'est jamais arrivée parce que sa femme interceptait le courrier. La culpabilité n'était pas un poids, c'était un acide qui lui coulait dans les veines. Je ne savais pas. La voix se brisa. Les larmes revinrent, se mélangeant à la sueur et à la saleté de son visage. Je te jure sur ma vie que je ne savais pas. Béatrice m'a dit que Sophie s'était mariée avec un étranger et vivait heureuse en Europe. Elle m'a dit qu'il ne voulait plus rien savoir de moi. Les mensonges ont les jambes courtes, tonton. Mémé le dit toujours, répondit Lumière en serrant sa main. Mais vous êtes là maintenant, c'est ce qui compte. Allons-y, nous y sommes presque. C'est la maison qui a la porte bleue. Enfin, la peinture est presque toute tombée, mais un petit morceau est toujours bleu. Ils continuèrent à monter. À mesure qu'ils avançaient, le bruit de la ville s'évanouissait, remplacé par des sons plus domestiques. Une radio jouant une vieille ballade, le pleur d'un bébé, le son de quelqu'un coupant du bois. Soudain, un arôme frappa Étienne. Ce fut si puissant que cela l'arrêta net de nouveau, mais cette fois non par douleur, mais par un souvenir viscéral qui émergea des profondeurs de sa mémoire d'enfant. C'était l'odeur de pain grillé et d'ail, l'odeur de soupe au pain rassis. Cette odeur le transporta instantanément 30 ans en arrière dans une petite cuisine chaleureuse, où il n'y avait pas de luxe, mais où un câlin ne manquait jamais. Il se souvint de sa mère chantant pendant qu'elle cuisinait, bien avant que la fortune de son père ne l'échange, bien avant que l'argent ne construise des murs entre eux. « Ça sent », commença-t-il à dire. « Le dîner », compléta Lumière.
Mémé cuisine. Aujourd'hui, c'est un jour de chance. Nous avons trouvé du pain dur à la boulangerie en bas, et elle fait des miracles avec ça. Ils arrivèrent devant une structure. Étienne ne pouvait pas la voir, mais il pouvait sentir la précarité. Le sol passa de la terre à un ciment irrégulier. Il entendit le bruit d'une tôle ondulée lâche frappant contre le toit à cause du vent. La maison respirait la fragilité. « C'est ici !» murmura Lumière. Elle lâcha la main d'Étienne et courut quelques pas. « Mémé, ouvre, c'est moi. Je t'amène une surprise. » Étienne resta planté sur le seuil, tremblant. Il se sentit comme un intrus, un fantôme du passé qui venait perturber la paix des vivants. Il ajusta sa veste déchirée, passa la main dans ses cheveux sales, essayant de retrouver un peu de dignité. Mais à quoi servait la dignité face à la vérité nue de la pauvreté qu'il avait permise? Il entendit des pas lents, traînants, s'approchant de l'intérieur, le bruit d'un verrou métallique rouillé glissant, et ensuite, le grincement de gonds qui n'avait pas vu d'huile depuis des années. La porte s'ouvrit. L'intérieur de l'habitation sentait l'humidité ancienne, le vieux bois et cet arôme réconfortant et douloureux de la soupe qui mijote. Pour Étienne, entrer là fut comme entrer dans un sanctuaire oublié. La lumière de l'extérieur filtrait par les fentes des murs de bois, mais pour lui, tout était ombre. Cependant, son ouïe aiguisée capta chaque détail. Le goutte rythmique d'une infiltration dans un coin, le bourdonnement d'une mouche solitaire et la respiration lourde et sifflante d'une femme âgée devant lui. Lumière. La voix de Madame Margot était un fil de son, usé par les années et la souffrance. Elle n'avait pas la force dont Étienne se souvenait de son enfance. C'était la voix de quelqu'un qui s'éteignait. « Pourquoi as-tu mis tant de temps, ma fille? J'étais inquiète. Qui est cet homme ?» Étienne enleva ses lunettes noires. Ses yeux, bien qu'inutiles pour voir, étaient remplis d'une expression de supplication désespérée. Il regarda vers l'endroit d'où provenait la voix, se heurtant à l'obscurité, mais projetant dans son esprit l'image de la femme qui lui avait donné la vie. « Maman !» Le mot sortit de sa gorge comme un fragment de verre, douloureux et coupant. Il y eut un bruit métallique fort, une cuillère tombant au sol. Puis le silence absolu. Dans la pénombre de la pièce, Madame Margot était restée pétrifiée. Elle se tenait debout à côté d'une vieille table, une planche de bois robuste et pleine de cicatrices. La même table où elle avait pétri le pain pendant des décennies, la même table où elle avait pleuré la mort de sa fille Sophie, et où elle avait écrit des centaines de lettres qui ne sont jamais arrivées à destination. Ses mains, déformées par l'arthrite et le travail acharné, tremblaient violemment sur la surface rugueuse. Ses yeux, embués par des cataractes naissantes, scrutaient la silhouette de l'homme à la porte. Le costume cher, bien que sale, la posture, le profil, c'était impossible. Son esprit lui jouait souvent des tours, lui faisant voir son fils dans des étrangers dans la rue. Mais ça se sentait différent, n'est-ce pas? Murmura Margot en reculant d'un pas, s'appuyant lourdement sur la table pour ne pas tomber. Ça ne peut pas être. Mon fils est mort, elle me l'a dit. La femme blonde est venue et m'a dit qu'il n'existait plus pour nous, que j'étais morte pour lui. Mensonge, cria Étienne, faisant un pas hésitant vers l'intérieur, trébuchant sur une chaise en paille. Tout était mensonge, maman. Je ne t'ai jamais oublié. Elle m'a dit que tu étais morte. Elle m'a emmené à une fausse tombe. Margot porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. L'incrédulité luttait contre l'instinct maternel. Ce cri, ce désespoir, c'était le pleur de son Étienne. Pas de l'homme d'affaires froid qu'elle voyait dans les vieux magazines qu'elle ramassait à la poubelle, mais de son enfant, celui qui s'écorchait les genoux et venait pleurer pour chercher du réconfort. « Étienne ?» demanda-t-elle de nouveau avec un ton déchirant d'espoir. « C'est vraiment toi? Tu n'es pas un rêve de ma vieille tête. C'est moi, maman. C'est moi. » Étienne avança, se guidant par le son de sa respiration. Il tendit les bras, heurtant le bord de la vieille table. « Je suis là. Je suis aveugle, maman. Mais je suis là. » En entendant le mot aveugle, la barrière de peur de Margot se brisa. Elle ne vit plus le millionnaire distant. Elle vit son fils blessé. Elle bougea avec une rapidité que ses jambes fatiguées n'auraient pas dû permettre. Elle contourna la table et se lança vers lui. L'impact de l'étreinte fut tectonique. Margot enveloppa son fils de ses bras minces mais forts, enfouissant son visage dans sa poitrine tachée de boue. Étienne s'effondra, tomba à genoux, entraînant sa mère avec lui, l'étreignant par la taille, s'accrochant au tissu usé de sa robe, comme si c'était la seule planche de salut au milieu d'un naufrage. « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi », répétait Étienne encore et encore, pleurant comme un enfant, ses larmes mouillant l'épaule de sa mère. « J'ai été stupide. J'aurais dû venir moi-même. J'aurais dû te chercher. J'ai laissé l'argent me rendre aveugle avant de perdre mes yeux.
Margot caressait la tête de son fils, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux châtains, tout comme elle le faisait quand il avait 5 ans. Elle pleurait aussi, mais ses larmes étaient d'un soulagement qui lavait des années d'amertume. « Chut, mon enfant, c'est passé. » Sa voix, bien que faible, retrouva ce ton maternel qui guérit tout. Ce n'était pas ta faute. Le mal est rusé et il s'habille de soie, mon fils. Cette femme a l'âme noire, mais Dieu est plus grand. Dieu t'a ramené à ma table. Lumière observait la scène depuis la porte avec les yeux brillants. Elle ferma doucement la porte pour laisser le monde extérieur dehors. Elle s'approcha et posa sa main sur l'épaule d'Étienne, complétant le cercle. Étienne leva le visage, cherchant les mains de sa mère, les prit entre les siennes et les embrassa. Il sentit la peau rêche, les callosités, les déformations des os. Chaque cicatrice sur les mains de sa mère était une histoire de sacrifice qu'il n'avait pas honorée. « Tes mains » sanglota Étienne. « Tu as tant travaillé et moi vivant comme un roi. Mes mains vont bien, mon fils » dit Margot en souriant à travers ses larmes, essuyant le visage sale d'Étienne avec son pouce. « Elles servent à te serrer dans mes bras. C'est la seule chose qui compte maintenant. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé aux yeux? Pourquoi dis-tu que tu ne vois pas? Un accident de voiture il y a 6 mois. Les médecins disent que le nerf est endommagé, qu'il n'y a rien à faire, expliqua Étienne, sentant de nouveau le poids de son handicap. Béatrice, elle en a profité, elle m'a isolé, m'a fait croire que j'étais seul au monde pour tout garder. Cette femme, Margot durcit son expression. Une ombre de fureur traversa son visage bienveillant. Elle est venue ici, Étienne. Quand Sophie est morte, elle est venue dans sa grande voiture. Elle n'est pas descendue. Elle a baissé la vitre et nous a jeté une enveloppe avec de l'argent pour l'enterrement. Elle a dit « Étienne envoie ça pour qu'on l'enterre et qu'on arrête de déranger. Il ne viendra pas. Il a une vie importante et vous êtes de la racaille. J'ai brûlé cet argent, mon fils. Nous avons enterré ta sœur avec ce que nous avons réuni, les voisins et moi. Mais je n'ai jamais cru que tu étais méchant. J'ai juste cru que tu t'étais perdu. » Étienne sentit une vague de colère si intense qu'il faillit en avoir le vertige. La cruauté de Béatrice n'avait pas de limite. Non seulement elle lui avait volé sa famille, mais elle avait essayé d'acheter la dignité de sa mère avec les miettes de sa fortune. « Je te jure, maman, » dit Étienne, se levant et aidant Margot à se lever, qu'elle payera chaque larme que tu as versée. « Mais maintenant j'ai faim. » Margot laissa échapper un rire humide, surprise par le changement soudain. « Faim, mais mon fils, ici il n'y a que de la soupe au pain et à l'ail. Ce n'est pas de la nourriture de riche. C'est exactement ce que je veux, » dit Étienne, avec fermeté. « Je ne veux pas de caviar, ni de truffes, ni rien qui ait été payé avec l'argent qu'elle a séparé. Je veux m'asseoir à cette vieille table avec toi et avec Lumière, et manger ce que vous mangez. Je veux recommencer à partir d'ici, à partir de cette table. » Margot regarda Lumière et hocha la tête. La fillette courut chercher 3 assiettes dépareillées au buffet. Étienne s'assit sur la chaise en bois qui grinça sous son poids. Il passa la main sur la surface de la table. Il sentit les veines du bois, les coupes de couteau, les brûlures de casseroles chaudes. Cette table était la carte de la vie de sa mère. Une vie de résistance. Lumière m'a dit quelque chose au parc, dit Étienne tandis qu'il écoutait le bruit de la louche servant la soupe. Elle m'a dit « Je peux guérir tes yeux ». Je ne l'ai pas cru au début. Margot plaça l'assiette fumante devant lui et lui mit une cuillère dans la main. Les enfants voient ce que nous ne voyons plus, Étienne. Peut être qu'elle a raison. Parfois, la cécité n'est pas dans les yeux, elle est dans le cœur, et ton cœur vient de s'ouvrir. Étienne prit la première cuillerée de soupe. Le goût était simple, rustique, mais il lui sut la gloire, il lui sut la vérité. Et pendant qu'il mangeait dans cette misérable cabane, entouré des 2 seules personnes qu'il aimait pour qui il était et non pour ceux qu'il avait, Étienne de Montaigne se sentit plus riche et plus voyant que dans toute sa vie antérieure, mais il savait que la bataille ne faisait que commencer. Dehors, le monde de Béatrice et de ses avocats l'attendait, et il devrait se battre aveugle et depuis la pauvreté pour récupérer sa vie et rendre justice. « Maman, dit Étienne, laissant la cuillère un instant, demain des gens vont venir, des avocats peut être la police. Béatrice ne va pas rester tranquille. »« Qu'ils viennent, dit Margot, s'asseyant à côté de lui et prenant sa main. Nous n'avons plus peur, tu es là. Et cette vieille table a résisté à des tremblements de terre, mon fils. Elle résistera à une femme blonde avec des avocats. » Lumière s'assit de l'autre côté, mangeant sa soupe avec avidité. « En plus, dit la fillette, la bouche pleine, vous êtes tonton Étienne, et tonton Étienne a l'air de celui qui va gagner. » Étienne sourit. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux morts. « Oui, Lumière, nous allons gagner. » La nuit tomba sur le lotissement avec une lourdeur qu'Étienne n'avait jamais expérimentée dans sa vie de draps en fil égyptien et de thermostats intelligents. Ici,
L'obscurité n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était une entité physique qui apportait avec elle le froid, un froid humide qui filtrait par les fentes du bois pourri et pénétrait jusqu'aux os. Étienne était allongé sur un mince matelas en mousse posé sur le sol du petit salon. Sa mère avait insisté pour lui donner son propre lit, mais il avait catégoriquement refusé, menaçant de dormir dehors si elle n'acceptait pas de se reposer dans sa chambre. Malgré la douleur dans son dos et l'inconfort de son costume ruiné, Étienne ressentait une étrange paix mentale, bien que son corps fût en état d'alerte à cause des sons inconnus. L'aboiement incessant de chiens errants, le reggaeton lointain de quelques voisins et occasionnellement le son sec de ce qui semblait être des coups de feu au loin. « Tonton » murmura une petite voix dans l'obscurité. Étienne tourna la tête vers l'endroit d'où provenait le son. Il entendit le froissement de pieds nus sur le ciment irrégulier. « Je suis réveillé, Lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai apporté la couverture des tigres. » Il sentit la fillette le couvrir avec une lourde couverture en tissu synthétique et rêche. « C'est celle qui réchauffe le plus. Mémé la gardait pour quand une visite importante viendrait. Je crois que vous êtes la visite la plus importante que nous ayons eue, même si vous avez les pantalons déchirés. » Étienne sourit dans la pénombre, touchant le tissu épais. « Merci, petite. Elle est parfaite. Tonton. » Lumière s'assit par terre à côté de lui. Sa voix hésita. « Vous avez peur? » « Peur. » Étienne réfléchit à sa réponse. Il avait peur de l'avenir, de sa cécité, de la bataille légale qui s'annonçait. Un peu. Pourquoi le demandes-tu? Parce que quand les gens riches viennent ici, ils ont toujours peur. Ils ferment les assurances de leur voiture, ils nous regardent comme si nous allions les mordre. Mais vous êtes resté dormir. Je ne suis pas des gens riches aujourd'hui, Lumière. Aujourd'hui, je suis seulement le fils de Margot. Et je n'ai pas peur d'être ici. J'ai peur de ce que j'ai laissé là-bas, du mensonge dans lequel je vivais. Il y eut un silence confortable. Puis, Étienne se souvint de quelque chose de crucial. Il porta la main à la poche intérieure de sa veste, son téléphone portable, un appareil de dernière génération que Béatrice lui avait configuré avec des commandes vocales de base, mais qu'il utilisait à peine car elle contrôlait toutes ses communications. « Lumière, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu sois mes yeux encore une fois. » Il sortit le téléphone. La batterie était à 40%. Suffisant. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda la fillette en s'approchant. « J'ai besoin de déverrouiller ça. Mais Béatrice a changé la clé la semaine dernière pour que je ne puisse appeler personne par erreur. Elle mettait mon doigt. Mais maintenant, j'ai besoin que tu regardes s'il y a de la graisse sur l'écran. Si tu peux deviner le motif. Il est très sale, dit la fillette, prenant l'appareil avec révérence. Mais attends, la femme blonde a de longs doigts, n'est-ce pas? Oui. Quand je l'ai vue au parc, elle a dessiné un B sur son téléphone. Un grand B de Béatrice. Étienne sentit une pointe d'espoir. La vanité de sa femme était sa plus grande faiblesse. Essaie. Une fois que tu commences en haut à gauche. Lumière glissa son petit doigt sur l'écran. Le téléphone émit un son joyeux et vibra. Il s'est ouvert, s'exclama-t-elle dans un murmure excité. Il y a une photo d'elle sur l'écran. Elle sourit avec un chien blanc. Bien. Maintenant, Lumière. J'ai besoin que tu cherches dans l'annuaire. Cherche. Thierry privé. Non. Thierry avocat. Il doit y avoir marqué privé. C'est un ami de l'université. Le seul que Béatrice n'a pas acheté parce qu'elle le déteste. La fillette. La langue dépassant au coin des lèvres dans un geste de concentration. Elle fit défiler la liste des contacts. Thierry, le voici. Thierry, privé. J'appuie sur le bouton vert. Oui, et mets le haut-parleur. La sonnerie retentit 1, 2, 3 fois. Il était 11 heures du soir. Étienne retint son souffle. Si Thierry ne répondait pas, il était seul. Étienne. La voix à l'autre bout semblait endormie et confuse. C'est toi? Ça fait 6 mois que j'essaie de te parler, et cette sorcière de ta femme me dit que tu n'es pas disponible. Thierry, écoute-moi bien parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Étienne parla avec une clarté et une autorité qu'il n'avait pas sentie depuis avant l'accident. Je suis vivant, je suis sain d'esprit, et je suis chez ma mère. Ta mère? Mais n'était-elle pas décédée? Béatrice a envoyé un faire-part. Tout est mensonge. Coupa Étienne. Thierry. Béatrice m'a séquestré dans ma propre maison. Elle m'a isolé. Elle m'a fait croire que ma famille était morte pour me voler. J'ai besoin que tu agisses tout de suite. Demain à la première heure, elle va essayer de me mettre sous tutelle. Elle va dire que je suis fou, que j'ai une démence due au traumatisme, j'ai un mauvais pressentiment. On entendit le bruit de draps bougeant et d'une lampe s'allumant de l'autre côté de la ligne. Je savais que quelque chose sentait mauvais. Étienne, si elle a une procuration médicale, elle peut t'interner de force. C'est pour ça que je t'appelle. Tu as la copie de mon testament antérieur,
et la procuration générale que nous avons signée il y a 5 ans, avant que je ne me marie avec elle. Ce document n'a jamais été révoqué légalement, n'est-ce pas? Non, tu ne l'as jamais révoqué. Il est toujours valide. Techniquement, je suis toujours ton fondé de pouvoir légal principal, au-dessus d'elle en cas de conflit d'intérêts. Bien, je veux que tu gèles tout. Compte, carte, accès à l'entreprise, tout. Bloque tout sous suspicion de fraude, et je veux que tu viennes me chercher demain. Mais ne viens pas seul. Amène un notaire, et si tu peux, la presse. La presse, Étienne, tu es sûr? Ça va détruire l'image de la compagnie. Je me fiche de la compagnie. Thierry, je me fiche de ma vie. Si Béatrice essaie de me faire sortir d'ici par la force, je veux qu'il y ait des caméras. Je veux que le monde voie où vit la mère du propriétaire des Industries Montaigne, pendant que sa femme dépense des millions en bijoux. Compris. Où es-tu? Envoie-moi la localisation, Lumière, dit Étienne. Tu sais comment envoyer la localisation? Oui, tonton. Ma maman le faisait. La fillette toucha l'écran quelquefois. C'est fait, dit-elle. Envoyé. Je te vois demain, frère. Et Thierry, merci. Repose-toi, Étienne. Demain, ce sera une guerre. L'appel se coupa. Étienne laissa tomber le téléphone sur sa poitrine et laissa échapper un soupir tremblant. Il sentit la main de Lumière serrant la sienne. « Allons-nous nous battre contre les dragons demain ?» demanda-t-elle. « Oui, petite. Demain, nous allons nous battre. Mais cette fois, j'ai le feu. » Le lever du soleil sur la colline ne fut pas poétique, il fut bruyant. Le chant des coqs se mélangea au rugissement des camions de livraison et au brouhaha des gens partant travailler. Étienne se réveilla avec le corps endolori par la dureté du sol, mais l'esprit plus clair que jamais. L'odeur de café fraîchement infusé, un café clair mais chaud, emplissait la petite pièce. « Bonjour, mon fils, » dit Margot, lui mettant une tasse en métal cabossée dans les mains. « Bois-le doucement, il est brûlant, c'est tout ce qu'il y a. Le pain est fini depuis hier soir. » Étienne s'assit en se frottant les yeux inutiles. « Ne t'inquiète pas pour le petit déjeuner, maman. Bientôt, tu auras un garde-manger plein. Je te le promets. T'avoir ici me suffit, » répondit-elle, s'asseyant à côté de lui et lui caressant le dos. « Mais, mon fils, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai vu des voitures étranges rôder en bas depuis tôt ce matin. Des voitures noires de celles qui brillent beaucoup. » Étienne se tendit. Béatrice n'avait pas perdu de temps. « Lumière !» appela Étienne. « Tu es là ?»« Oui, tonton. » Je regarde par la fenêtre. La voix de la fillette tremblait. « Il y a beaucoup de monde en bas. Il y a des policiers et des hommes en costume. Et il y a la voiture de la femme en rouge. Aide-moi à me lever. J'ai besoin d'être debout. J'ai besoin d'être présentable. » Étienne se leva, secouant la poussière de son costume du mieux qu'il put. Il ajusta sa cravate, bien qu'elle fût tordue. Il passa la main dans ses cheveux pour se coiffer. « Comment est-ce que j'ai l'air ?»« Vous avez l'air d'un géant, tonton, » dit Lumière, courant à ses côtés. Soudain, un coup fort secoua la porte en métal fragile. « Ouvrez !»« Police !» cria une voix autoritaire. Margot laissa échapper un cri étouffé et recula, portant les mains à sa poitrine. « N'ayez pas peur !» ordonna Étienne, se mettant devant elle comme un bouclier humain orienté vers la porte. « Ouvre la porte. Lumière. » La fillette, tremblante, déverrouilla le loquet. La porte s'ouvrit brusquement, heurtant le mur. Le bruit de l'extérieur envahit la maison. Voix à radio de police, murmure de voisins curieux. « Monsieur Étienne de Montaigne, » dit un homme d'une voix grave. « Je suis l'officier Mendez. Nous avons un mandat de justice pour vous transférer à une clinique psychiatrique. Votre épouse a déposé une plainte pour enlèvement et état mental altéré. »« Il n'est pas fou !» cria Margot en avançant, mais un policier la repoussa brusquement. « Ne touchez pas à ma mère !» rugit Étienne. Sa voix résonna avec une telle force que l'officier recula d'un pas instinctivement. « Si vous osez reposer la main sur elle ou sur la fillette, je vous assure que ce sera la dernière erreur de vos carrières. » Béatrice entra dans la maison. Alors le son de ses talons était indubitable, bien qu'ils résonnassent creux sur le pauvre ciment. « Oh, Étienne !» Sa voix était une parfaite performance de préoccupation et d'angoisse. « Regarde-toi, tu es sale, blessé, vivant parmi les rats. » Elle s'approcha, essayant de le toucher, mais il écarta sa main d'un geste. « Chut! Calme-toi, mon amour. Le docteur va te faire une injection pour que tu dormes, et quand tu te réveilleras, tu seras dans ton lit, propre et en sécurité. Tout cela n'aura été qu'un cauchemar. Le seul cauchemar ici, c'est toi, Béatrice, » dit Étienne, tournant la tête vers elle, ses lunettes noires, reflétant la silhouette de son épouse. « Officier, avez-vous cet ordre signé ?»« Oui, monsieur. Signé par le juge il y a 1 heure. »
Et savez-vous que séquestrer une personne saine d'esprit en utilisant des influences et de faux témoignages est un crime fédéral passible d'une peine de prison allant jusqu'à 20 ans? Demanda Étienne avec un calme mortel. Béatrice laissa échapper un rire nerveux. Ne l'écoutez pas, il délire. Emmenez-le tout de suite, il est dangereux. 2 infirmiers costauds entrèrent, saisissant Étienne par les bras. Il résista, mais ils étaient forts. Margot pleurait à chaudes larmes, s'agrippant à la jambe de l'un d'eux. Lumière mordit la main d'un autre, qui la lança au loin d'une poussée. « Non !» cria Étienne, en entendant la fillette tomber. « Lâchez-moi !» À ce moment, le son d'un hélicoptère emplit l'air, faisant vibrer les tôles ondulées du toit jusqu'à presque les arracher. Le vent des pales souleva un nuage de poussière dehors. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda l'officier Mendez en regardant dehors. Une voiture de sport freina avec un dérapage juste à l'entrée, suivie par 2 fourgonnettes de chaînes de télévision. « Stop là !» cria une voix connue. Thierry entra dans la cabane en haletant, une mallette à la main, et suivi par un caméraman qui était déjà en train de filmer. Personne n'emmène Monsieur de Montaigne. Béatrice pâlit sous son maquillage parfait. Thierry, tu n'as rien à faire dans cette histoire. Va-t'en. J'ai plus à faire que toi, Béatrice, dit Thierry, se plantant devant les policiers. Officier, je suis l'avocat personnel de Monsieur de Montaigne. J'ai ici un acte notarié signé numériquement ce matin, révoquant tout pouvoir que cette femme a sur mon client, et j'ai une transmission en direct pour le journal télévisé de midi. Voulez-vous être le policier qui traîne un homme aveugle et sain d'esprit de la maison de sa mère devant tout le pays? L'officier Mendez regarda la caméra. Il regarda Béatrice puis lâcha le bras d'Étienne. C'est une affaire civile, dit le policier en levant les mains. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres, mais s'il y a conflit de pouvoir, nous ne nous mêlons pas jusqu'à ce que le juge décide. Allons-y. Vous ne pouvez pas partir, cria Béatrice, perdant son masque. Ils m'ont payé. C'est, à dire, je suis son épouse. Le silence qui suivit son lapsus fut sépulcral. Étienne arrangea sa veste avec dignité. Il fit un pas vers Béatrice. « Ils t'ont payé, Béatrice ?» demanda-t-il doucement. « Qui ? Ou tu parles de l'argent que tu as retiré du compte d'urgence hier soir. Dommage que Thierry l'ait bloqué il y a 3 heures. Tes cartes ne fonctionnent pas. Ton accès au hôtel particulier a été révoqué et la voiture dans laquelle tu es venu est au nom de l'entreprise. Non, tu ne peux pas me faire ça, murmura-t-elle en reculant vers la porte. J'ai pris soin de toi. Je t'ai supporté quand tu es devenu aveugle. Tu m'as enterré vivant, corrigea Étienne. Mais tu as oublié un détail. La graine pousse dans l'obscurité, et je viens d'éclore. Étienne tendit la main vers l'arrière. Lumière, viens ici. La fillette, la lèvre fendue par le cou, mais les yeux brillants de triomphe, courut à ses côtés et lui prit la main. Va-t'en de ma maison, Béatrice, dit Étienne, et va-t'en de ma vie. On se voit au tribunal. Béatrice regarda les caméras qui la focalisaient, regarda l'environnement hostile et sut qu'elle avait perdu. Elle fit demi-tour et s'enfuit en courant, trébuchant dans la boue, fuyant non seulement son mari, mais la vérité qui l'avait finalement rattrapé. Étienne sentit la tension abandonner son corps. Il se tourna vers l'endroit où il entendait les sanglots de sa mère. « C'est fini, maman. » Il ouvrit les bras. Les monstres sont partis. Thierry s'approcha, posant une main sur l'épaule de son ami. « Bon spectacle, Étienne, mais maintenant vient le plus difficile. Tu dois récupérer ton empire. » Étienne sourit en caressant la tête de Lumière. « Mon empire est ici, Thierry, sur cette vieille table. Ce qui est dehors, ce n'est que de l'argent. Et l'argent est facile à récupérer. Ce que j'ai récupéré aujourd'hui n'a pas de prix. » Cependant, tandis que l'adrénaline retombait, Étienne sentit une douleur aiguë dans sa tête. Derrière les yeux, un éclair de lumière blanche traversa sa vision sombre, comme un éclair dans une nuit sans étoiles. Il chancela. « Tonton » demanda Lumière. « Ça va, Étienne ?» Il cligna des yeux pendant une fraction de seconde. Juste une fraction. Il crut voir une tache rouge. La couleur de la robe de Lumière. « Lumière » murmura-t-il en se touchant les yeux. « Je crois que j'ai vu quelque chose. » L'éclair de lumière qu'Étienne crut voir dans l'obscurité de la cabane ne fut pas un miracle isolé. Ce fut l'étincelle qui alluma un brasier d'urgence. Thierry, toujours avec l'adrénaline de l'affrontement avec la police lui parcourant les veines, ne perdit pas de temps. En entendant son ami mentionner la tache rouge, il chargea Étienne dans la voiture de sport avec l'aide d'un des caméramans. Tandis que Margot et Lumière montaient à l'arrière, agrippés au siège en cuir avec un mélange de stupeur et de terreur, le voyage vers la clinique privée Saint-Raphaël, la seule de la ville qui n'avait pas de liens avec le conseil d'administration des industries Montaigne, fut silencieux, mais chargé de tension. Étienne allait les yeux.
fermé, serrant les poings. Il avait peur d'avoir de l'espoir. Pendant 6 mois, il avait accepté l'obscurité, comme sa pénitence, pour avoir abandonné sa famille. Croire qu'il pouvait retrouver la vue se sentait comme un cadeau immérité. En arrivant, les contrastes fut brutal. Margot, avec sa robe rapiécée et ses chaussures usées, marchait recroquevillée dans les couloirs de marbre blanc immaculé, craignant de salir le sol. Lumière, en revanche, regardait tout avec des yeux écarquillés, fasciné par les lumières du plafond qui bourdonnaient doucement. « Thierry, es-tu sûr de ça ?» demanda Étienne tandis qu'on l'asseyait dans un fauteuil roulant pour l'emmener aux urgences ophtalmologiques. « Béatrice m'a emmené voir les meilleurs spécialistes d'Europe. Tous ont dit la même chose. Atrophie irréversible du nerf optique. Béatrice t'a emmené chez les médecins qu'elle payait, Étienne, répondit Thierry d'une voix dure, en signant les documents d'admission avec une fureur à peine contenue. J'ai examiné les fichiers numériques de ton assurance pendant le trajet. Il n'y a aucune trace de ces consultations en Europe. Il n'y a que des factures de cliniques esthétiques et des transferts vers des comptes aux îles Caïmans. Étienne, il est très probable que tu n'aies jamais vu un vrai neurologue après la première semaine de l'accident. La révélation tomba sur Étienne comme une dalle. Si cela était vrai, non seulement on lui avait volé de l'argent et du temps, mais on lui avait volé la lumière, on l'avait condamné à l'obscurité par pure avidité. Le docteur Fournier, un homme âgé avec une voix posée et des mains fermes, réalisa les examens préliminaires 1 heure plus tard. La salle était silencieuse. Margot récitait le chapelet dans un coin, faisant passer les perles de plastique entre ses doigts déformés. Lumière tenait la main d'Étienne, lui transmettant cet étrange calme électrique qu'elle semblait posséder. « Monsieur de Montaigne », dit finalement le docteur, en allumant les lumières de la salle. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Le cœur d'Étienne s'arrêta un instant. « Dites-moi la vérité, docteur. J'ai eu assez de mensonges pour une vie entière. La mauvaise nouvelle est que vous avez un œdème sévère qui s'est partiellement calcifié par manque de traitement. La pression sur le nerf optique a été brutale pendant des mois. La douleur de tête que vous sentez n'est pas du stress. C'est votre cerveau qui crie pour de l'espace. Et la bonne ? Demanda Thierry, anxieux. La bonne est que le nerf n'est pas mort. Il est endormi. Il est asphyxié, mais vivant. Cet éclair que vous avez vu fut le nerf réagissant à un changement de pression soudain peut être à cause de l'adrénaline ou de l'effort physique. Si nous opérons maintenant, cette même nuit, il y a 60% de chances que vous récupériez la vision. Elle ne sera pas parfaite au début, mais vous verrez. Un sanglot rompit le silence. Ce ne fut pas celui d'Étienne, mais celui de Margot. L'aîné s'approcha de la civière, ignorant sa propre honte à cause de son aspect humble, et prit le visage de son fils entre ses mains. « Dieu est grand », pleura-t-elle. « Je te l'ai dit, mon fils. La fillette t'a guéri l'âme, et Dieu va te guérir les yeux. » Étienne chercha les mains de sa mère et les embrassa. « Non, maman, vous m'avez guéri. Si je n'étais pas monté sur la colline, si je n'avais pas mangé cette soupe, je n'aurais jamais su que je pouvais me battre. Il y a un risque, avertit le docteur en baissant le ton. La chirurgie est complexe. Si la pression se libère trop rapidement, il pourrait y avoir une hémorragie. Vous pourriez perdre la vue pour toujours ou même subir un AVC. J'ai besoin de votre autorisation immédiate. » Étienne n'hésita pas une seconde. « Opérez-moi, docteur. Je préfère mourir en essayant de revoir le visage de ma mère une fois de plus que vivre 100 ans dans l'obscurité avec cette femme. » Les heures suivantes furent un tourbillon. Infirmières entrant et sortant, perfusions intraveineuses, l'odeur d'antiseptique remplaçant l'odeur de bois brûlé et de pauvreté qu'Étienne portait sur ses vêtements. Avant qu'on ne l'emmène au bloc opératoire, il demanda un moment seul avec elle. Étienne, déjà avec la blouse d'hôpital, semblait plus petit, plus vulnérable, mais ses traits étaient détendus. « Maman », dit-il en tendant la main vers le vide jusqu'à trouver l'épaule de Margot. « Si quelque chose tourne mal, si je ne me réveille pas, je veux que tu saches que Thierry a des instructions. Tout ce que j'ai est à toi et à Lumière. La maison, l'argent, tout. Béatrice ne verra pas un centime. Tais-toi, mon garçon, le réprimanda Margot avec tendresse, lui arrangeant les cheveux. Tu vas te réveiller et tu auras faim. Je vais te préparer un bouillon de poule. Du vrai, pas cette eau sale qu'ils donnent ici. Ne parle pas d'héritage, parle de vie. » Puis Étienne se tourna vers la fillette. « Lumière, je suis là, tonton. Tu m'as dit au parc, je peux guérir tes yeux. Tu savais quelque chose que les médecins ne savaient pas. Comment le savais-tu » La fillette haussa les épaules, un geste qu'Étienne put sentir dans l'air. « Parce que les yeux ne mentent pas, tonton. » Les vôtres bougeaient, cherchant la lumière. La femme en rouge avait les yeux immobiles, comme ceux d'un requin. Les morts ne cherchent pas la lumière. Vous, vous cherchiez.
Étienne sourit, une larme s'échappant du coin de son œil. « Promets-moi que tu prendras soin de m'aimer pendant que je dors. Je vous le promets. Et je vous promets que quand vous vous réveillerez, je serai là pour vous dire de quelle couleur sont les choses. » Les brancardiers entrèrent. L'adieu fut bref. Les portes battantes se fermèrent, laissant Margot et Lumière seules dans une salle d'attente de luxe, entourées de magazines qu'elles ne savaient pas bien lire et de gens qui les regardaient du coin de l'œil, sans savoir que ces deux pouilleuses étaient la seule famille de l'homme le plus riche de la ville. L'horloge murale de la salle d'attente marquait 3 heures du matin. Le tic-tac était monotone, hypnotique, presque torturant. Margot s'était endormie sur une chaise inconfortable, la tête appuyée sur l'épaule de Thierry, qui, malgré son costume d'avocat à 5 000 €, ne s'était pas déplacé d'1 millimètre pour ne pas la réveiller. Lumière était éveillée, assise par terre, dessinant avec des crayons que son infirmière gentille lui avait offert au verso de vieux formulaires. Elle dessinait une grande table où 3 personnes souriantes mangeaient, et un énorme soleil avec des rayons jaunes qui occupaient presque toute la feuille. Soudain, les portes du bloc opératoire s'ouvrirent. Le docteur Fournier sortit en enlevant son masque chirurgical. Il semblait épuisé. Il avait des cernes profonds et des taches de sueur sur le col de son pyjama vert. Thierry se réveilla en sursaut, réveillant doucement Margot. « Docteur » demanda Thierry d'une voix rauque. Margot se leva, serrant son chapelet contre sa poitrine avec tant de force que ses jointures devinrent blanches. « L'opération a été compliquée », commença le docteur, et le cœur de Margot fit un bond. Il y avait plus de calcification que ce à quoi nous nous attendions. Nous avons dû reconstruire une partie du tissu environnant. « Mais il va bien », insista Margot, l'angoisse brisant sa voix. « Il est stable. Il est en salle de réveil. L'anesthésie se dissipe. » Mais le docteur fit une pause dramatique, regardant les 3 personnes devant lui. « Nous ne saurons pas si cela a fonctionné tant que nous n'aurons pas retiré les bandages. Ce sera dans quelques heures, lorsque l'inflammation initiale aura diminué. Mais il a réagi à la lumière de la lampe de poche pendant qu'il était sous sédatif. C'est très bon signe. » Margot laissa échapper l'air qu'elle avait retenu et se signa. « Merci, Sainte Vierge. Merci. » 6 heures de plus passèrent. Le lever du soleil filtrait par les fenêtres de la chambre privée 402. Étienne était assis sur le lit, la tête enveloppée dans des bandages blancs et épais. Il était réveillé, nerveux. Ses mains serraient les draps avec force. « Vous êtes là ?» demanda-t-il pour la 10e fois au cours des 10 dernières minutes. « Nous sommes là, mon fils » répondit Margot en prenant sa main droite. « Je suis là, tonton » dit Lumière en prenant la gauche. « Et moi, je suis là à surveiller la porte pour qu'aucune sorcière blonde n'entre » ajouta Thierry depuis le canapé, essayant d'alléger l'atmosphère, bien que lui aussi transpirât de nervosité. Le docteur Fournier entra avec une infirmière. Il apportait des ciseaux spéciaux. « Bien, monsieur de Montaigne, c'est le moment. Je veux que vous gardiez les yeux fermés pendant que j'enlève le bandage. Quand je vous le dirai, vous les ouvrirez très lentement. La lumière va vous faire mal. C'est normal. Vous verrez flou. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. » Étienne hocha la tête. Il sentait son cœur battre dans ses oreilles, comme un tambour de guerre. Le son des ciseaux coupant la gaze lui parut assourdissant. Il sentit comment la pression autour de sa tête diminuait. L'air frais toucha ses paupières, pour la première fois depuis des heures. « Prêt » dit le docteur. « Les stores sont à moitié baissés. » Doucement, Étienne ouvrait les yeux. Étienne respira profondément. La peur le paralysa une seconde. Et s'il ouvrait les yeux et que l'obscurité persistait? Et si tout n'avait été qu'une illusion cruelle? Mais il sentit alors la callosité sur la main de sa mère. Il sentit la petitesse de la main de Lumière. Elles étaient sa réalité. S'il ne pouvait pas les voir, au moins il pouvait les sentir. Cela lui donna le courage. Il ouvrit les paupières. La première chose fut la douleur. Une douleur lancinante, comme des aiguilles de lumière se plantant dans ses rétines désaccoutumées. Il ferma les yeux d'un coup et laissa échapper un gémissement. « Calme, c'est normal », dit le docteur. « Essayez encore une fois. » Clignez des yeux rapidement. Étienne essaya de nouveau. Il ouvrit les yeux d'une fente. Lumière. Ce n'était pas l'obscurité. C'était la lumière. Une lumière grisâtre, floue, informe. Mais la lumière après tout. Les larmes commencèrent à couler, nettoyant ses yeux, et avec elles, les formes commencèrent à se définir. Il vit des taches de couleur. Une tache blanche, le docteur. Une tache sombre, Thierry. Et à ses côtés 2 taches, une grise et une rouge, le sweatshirt gris, la robe rouge qu'on avait offerte à Lumière à l'hôpital, parce que ses vêtements étaient trop sales. Étienne cligna des yeux furieusement, se concentrant. L'image s'éclaircit lentement.
comme un vieil appareil photo ajustant l'objectif. Il vit un visage sillonné de rides profondes, avec des cheveux blancs et désordonnés, et des yeux larmoyants qui le regardaient avec un amour infini. Ce n'était pas la jeune femme dont il se souvenait d'il y a 30 ans. C'était une vieille femme fatiguée, mais c'était le plus beau visage qu'il eût vu de sa vie. « Maman », murmura Étienne. Sa voix était à peine un filet. « Tu es vieille ?» Margot laissa échapper un éclat de rire à travers ses larmes, un rire qui sonna comme une musique céleste. « Et toi, tu es maigre, et tu as l'air effrayé, mon enfant. » Étienne tourna légèrement la tête, baissa le regard. Là se tenait la fillette du parc. Elle avait le visage lavé, mais elle avait toujours cet air sauvage et digne. Ses grands yeux noirs le regardaient avec expectative. Étienne vit la petite cicatrice sur son menton. Il vit la tache de rousseur sur son nez. Il vit sa sœur Sophie dans les traits de cette fillette. « Lumière », dit Étienne, tendant sa main tremblante pour lui toucher le visage. Il n'avait plus besoin de tâtonner. Sa main alla directement à sa joue. « Tu es comme elle ? Vous me voyez, tonton ?» demanda la fillette en cherchant. « Vous me voyez vraiment ? » « Je te vois », confirma Étienne, et il éclata en sanglots. Un pleur de libération absolue. « Yete voice. Je vois tes yeux, je vois ton nez. Je vois tout. Ça fonctionne », cria Thierry en donnant un coup de poing dans l'air. Pure euphorie. Le médecin sourit satisfait et se retira discrètement pour leur donner de l'espace. Étienne regarda ses propres mains, regarda les draps, regarda la chambre. Tout était merveilleux. La couleur beige du mur lui paraissait fascinante. La poussière flottant dans un rayon de soleil lui paraissait de l'art. « Pardonnez-moi », dit Étienne en regardant sa mère et sa nièce dans les yeux, se connectant visuellement pour la première fois. « Pardonnez-moi de ne pas avoir vu ça avant. J'étais aveugle bien avant l'accident. Je ne voyais pas ce qui en valait la peine. » Margot s'inclina et embrassa son front, juste là où Lumière avait posé sa main dans le parc. « Dieu écrit droit avec des lignes courbes, mon fils. Tu as dû perdre la vue pour apprendre à regarder. Mais maintenant, tu as du travail à faire. » Étienne hocha la tête. Son expression se durcit légèrement, passant de la vulnérabilité à la détermination. Il regarda Thierry. « Thierry, passe-moi un miroir. » « Un miroir. » Thierry hésita, mais sortit son téléphone et mit la caméra frontale. Étienne se regarda dans l'écran. Il vit les cernes, la barbe de 2 jours, les bandages, mais il vit aussi quelque chose de nouveau dans ses yeux. Il n'y avait plus cette brume laiteuse et morte. Ses pupilles étaient contractées, vivantes, concentrées. C'étaient les yeux d'un homme qui était revenu de l'enfer. « Range ce téléphone, Thierry, » dit Étienne en le lui rendant. « Et prépare-toi, car dès que je sors d'ici, nous allons au hôtel particulier. J'ai quelques petites choses à voir avec mon épouse, et cette fois, elle ne pourra pas se cacher. » Lumière monta sur le lit avec soin et se blottit à ses côtés. « Tonton, maintenant que vous voyez, est-ce que nous pouvons aller voir la mer ? Mémé dit que la mer est grande comme le ciel, mais sur le sol. Je n'y suis jamais allé. » Étienne serra la fillette dans ses bras d'un bras et sa mère de l'autre, fermant les yeux un instant. Non par cécité, mais par gratitude. « Nous irons à la mer, Lumière. Nous irons où tu voudras, mais d'abord, nous allons récupérer notre vie. » La chambre d'hôpital, froide et stérile, se sentait à ce moment plus chaude que n'importe quel foyer qu'Étienne avait connu. La véritable guérison était terminée, mais la justice venait de commencer. Le hôtel particulier des de Montaigne s'élevait imposant sur la colline la plus exclusive de la ville, un monument de marbre et de cristal qui brillait sous le soleil de l'après-midi. Cependant, à l'intérieur, l'air était vicié par la panique. Béatrice courait d'un côté à l'autre dans le bureau principal, une pièce qui était le sanctuaire d'Étienne, et qu'elle avait transformé en son centre d'opération. Plusieurs tableaux de valeur avaient été décrochés des murs, laissant des rectangles de peinture plus clairs comme des cicatrices sur le papier peint en soie. Sur le bureau en acajou, 3 valises de voyage ouvertes vomissaient des vêtements de créateurs, des étuis de bijoux et des liasses d'argent liquide. Béatrice, les cheveux décoiffés et le maquillage coulé par la sueur nerveuse, vidait le coffre-fort caché derrière un faux panneau de la bibliothèque. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fourrait des documents et des obligations aux porteurs dans un sac en cuir. « Maudit soit », répétait-elle entre ses dents, jetant un regard paranoïaque vers la porte fermée. Cet avocat idiot a gelé les comptes bancaires, mais il ne sait rien du compte au Panama ni des diamants de la grand-mère d'Étienne. Je dois sortir d'ici avant que le juge n'émette l'ordonnance d'expulsion. Le téléphone dans sa poche vibra. Elle l'ignora. Elle savait qui appelait. Les associés qui l'avaient abandonnée dès qu'ils avaient vu les nouvelles. Les amis de la haute société qui feignaient maintenant de ne pas la connaître. Elle était seule, mais cela n'avait pas d'importance,
pensa-t-elle en fermant le coffre-fort d'un coup sec. Avec ce qu'elle emportait dans les valises, elle pouvait recommencer en Europe, loin de cet aveugle inutile et de sa famille de rats. « J'ai juste besoin d'arriver à l'aéroport », murmura-t-elle, en fermant la fermeture éclair de la dernière valise. Elle lissa sa jupe. Elle respira profondément pour retrouver son masque de froideur et traîna les valises vers la porte. Elle ouvrit la double porte en bois d'un mouvement brusque, prête à crier au personnel de charger ses bagages, mais elle s'arrêta net. Les valises tombèrent de ses mains avec un bruit sourd. Au centre du grand hall, debout sur la mosaïque géométrique du sol, se tenait Étienne. Il portait des vêtements propres, un costume gris impeccable que Thierry lui avait procuré. Et bien qu'il ait toujours les lunettes noires, sa posture n'était pas celle de l'homme vaincu qu'elle avait manipulé pendant des mois. Il était droit, immobile, comme une statue de vengeance. Derrière lui, le flanquant comme des gardiens, se tenait Thierry, 2 officiers de police de haut rang, et, à l'horreur de Béatrice, la vieille Margot et la fillette sale, Lumière. Mais elle ne semblait plus sale. Margot portait une robe simple mais propre, et la fillette avait les cheveux coiffés et tenait la main d'Étienne avec fierté. « Tu vas quelque part, Béatrice ?» demanda Étienne. Sa voix résonna dans l'acoustique parfaite du hall, tranquille et mortelle. Béatrice retrouva son souffle. Son cerveau calculateur commença à travailler à toute vitesse. Il portait toujours des lunettes noires. Il ne voyait toujours pas. Elle pouvait le manipuler une dernière fois. « Étienne, mon amour !» s'exclama-t-elle, changeant instantanément son ton en un soulagement hystérique. Elle marcha vers lui, esquivant les valises. « Dieu merci, tu es là. Ces hommes horribles m'ont dit que tu étais à l'hôpital. J'étais en train d'emballer nos affaires pour partir. Nous devons nous enfuir, chérie. Thierry te trompe. Il veut garder l'entreprise et ces gens que tu as amenés sont des complices. » Béatrice s'approcha, tendant les mains pour toucher le visage de son mari, utilisant la même tactique de caresse qu'elle avait utilisée pour l'apaiser émotionnellement tant de fois. « Allons-y, Étienne. J'ai un avion qui nous attend. Je t'emmènerai en Suisse. Voir un vrai médecin. Juste toi et moi, loin de tous ces gens qui veulent te faire du mal. » Étienne ne bougea pas. Il la laissa s'approcher. Il laissa ses mains parfumées de cette fragrance coûteuse qui maintenant lui répugnait toucher ses joues. « En Suisse ?» demanda Étienne doucement. « Chez le même docteur imaginaire qui a diagnostiqué mon atrophie irréversible ?» Béatrice se figea. Ses doigts s'arrêtèrent sur sa peau. « De quoi parles-tu » murmura-t-elle avec une note de peur filtrant dans sa voix. « Je veux juste prendre soin de toi. Sans moi, tu es perdu dans l'obscurité, Étienne. Tu as besoin de moi. Je suis tes yeux. Tu n'as jamais été mes yeux, Béatrice. Tu as été mon bandeau. » D'un mouvement lent et délibéré, Étienne leva les mains et enleva ses lunettes noires. Béatrice laissa échapper un cri et recula, trébuchant sur ses propres pieds. Les yeux d'Étienne, bien que toujours rougis par la chirurgie récente, étaient ouverts et étaient fixés sur elle. Il la regardait avec une clarté dévastatrice. Il la regardait fixement, suivant chacun de ses mouvements. Il n'y avait pas de vide dans ce regard. Il y avait du jugement. « Étienne », balbutia-t-elle, pâle comme un fantôme. « Toi, la robe rouge te va mal, Béatrice », dit Étienne en la balayant du regard de haut en bas. « J'ai toujours pensé qu'elle était élégante. Maintenant, je vois qu'elle est vulgaire comme toi. » La révélation la frappa avec la force d'un train. Il voyait. Le jeu était terminé. Le contrôle était terminé. Les mensonges sur les lettres brûlées et les mères mortes étaient terminés. Béatrice regarda vers les valises pleines d'argent et de bijoux. Son instinct de survie se déclencha. Elle n'essaya plus de feindre l'amour. Elle se lança vers les bagages, désespérée. « C'est à moi !» cria-t-elle en attrapant la poignée d'une valise. « J'ai le droit. Je suis ton épouse. J'ai droit à la moitié de tout. »« Tu n'as droit à rien !» intervint Thierry en faisant un pas en avant, un dossier bleu à la main. « Nous avons examiné les comptes, Béatrice. Le détournement de fonds, la falsification de signatures, la fraude à l'assurance médicale, et le pire de tout, l'abandon de personnes incapables. » Officier, ordonna Étienne, sans cesser de regarder la femme qui avait juré de l'aimer. « Emmenez-la et assurez-vous que ces valises restent ici. Ce qu'il y a là-dedans appartient à la fondation que je vais ouvrir au nom de ma sœur Sophie. » Les policiers avancèrent. Béatrice essaya de résister, griffant et criant des insultes qui résonnaient sur les murs de marbre. « Maudit sois-tu, Étienne !» criait-elle tandis qu'on lui mettait les menottes. « Tu étais un invalide pathétique. Je t'ai fait un homme. Tu devrais me remercier. Sans moi, tu n'es rien. Sans toi. » Étienne l'interrompit, élevant la voix au-dessus de ses cris. « Sans toi, je suis libre. » Lorsque les officiers l'entraînèrent vers la porte, Béatrice croisa le regard de Margot. L'aînée,
qui était restée silencieuse, fit un pas en avant. Il n'y avait pas de haine sur son visage, seulement une pitié infinie. « Que Dieu te pardonne, ma fille !» dit Margot doucement. « Parce que tu auras beaucoup de temps en solitude pour penser à ce que tu as fait. » Béatrice cracha par terre aux pieds de l'aîné avant d'être poussée dans la voiture de patrouille, qui attendait dehors avec les lumières tournantes teignant de bleu et de rouge le jardin avant. Le silence revint au hall. Un silence propre. Étienne laissa échapper un long soupir, comme s'il avait retenu sa respiration pendant des années. Il se tourna vers sa mère et sa nièce. Pour la première fois, il voyait sa propre maison à travers ses yeux guéris. Il vit l'opulence froide, les meubles inconfortables, l'art prétentieux. « C'est très grand, dit Lumière, regardant le plafond voûté, la bouche ouverte. Et ça fait écho. Vous viviez seul ici, tonton. Oui, petite. Je vivais seul ici, répondit Étienne, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Il lui caressa la joue avec tendresse, s'émerveillant de nouveau du miracle de pouvoir voir la couleur de sa peau, l'éclat de ses yeux. Mais c'est terminé. Cette maison est trop froide. Qu'allons-nous faire? Demanda Margot en regardant autour d'elle avec timidité. Étienne se leva et regarda Thierry. Thierry, mets la maison en vente demain même. Vends les meubles, les tableaux, les voitures, vends tout. Je ne veux rien de tout ça. Et où iras-tu? Demanda l'avocat surpris. Étienne regarda à travers les grandes fenêtres vers l'horizon, où le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de violet, couleur qu'il buvait avec une soif reconnaissante. Lumière veut connaître la mer, dit Étienne en souriant. Et maman mérite un jardin où elle pourra planter ses fleurs sans demander la permission à personne. Nous allons chercher un foyer, Thierry. Pas un hôtel particulier, un foyer. Mais avant, Étienne marcha vers la cuisine. Suivi par le regard confus de tous, il revint quelques minutes plus tard avec quelque chose dans les mains. Ce n'était pas un bijou ni un document. C'était un morceau de pain et un peu de fromage qu'il avait trouvé dans le garde-manger du personnel. Il s'assit sur le sol de marbre du hall, croisa les jambes et tapota le sol à ses côtés. « J'ai faim, dit-il en regardant sa mère et sa nièce. Et c'est la seule table qui compte maintenant, celle que nous faisons nous. » Margot sourit les yeux pleins de larmes et s'assit à ses côtés par terre. Lumière se lança entre les deux. Thierry, desserrant sa cravate de soie, haussa les épaules et s'assit aussi, formant un cercle. Là, sur le sol d'un hôtel particulier, multimilliardaire, vide d'amour, mais plein d'espoir, la famille de Montaigne partagea son premier dîner en liberté. 1 an plus tard, le son des vagues se brisant doucement contre le rivage. C'était la bande sonore constante de la Maison Blanche. Ce n'était pas un hôtel particulier, mais elle était spacieuse, avec de grandes fenêtres ouvertes qui laissaient entrer la brise salée du Pacifique et la lumière dorée de l'après-midi. Le jardin arrière n'avait pas de statues de marbre importées, ni de haies taillées avec une géométrie obsessive. À la place, il y avait un chaos coloré de bougainvilliers, de rosiers et d'arbres fruitiers qui poussaient avec une vitalité sauvage sous le soin affectueux de Madame Margot. Étienne était assis sur la terrasse, avec un livre dans les mains. Ce n'était pas un livre audio, c'était un livre en papier, avec des lettres imprimées à l'encre noire que ses yeux parcouraient avec avidité. Parfois, il s'arrêtait juste pour jouir du fait de pouvoir voir la forme des lettres, la texture du papier, le contraste de l'encre. Il portait des lunettes, oui, mais c'étaient des lunettes de lecture, avec une légère correction. Ses yeux avaient un éclat vif, entouré de lignes d'expression qui étaient maintenant dues au rire, non à l'amertume. « Tonton Étienne, regarde-moi. » Le cri vint de la plage à environ 50 mètres de la maison. Étienne leva les yeux. Il n'eut pas besoin de plisser les yeux. Il vit avec une clarté parfaite la fillette qui courait sur le sable mouillé. Lumière avait grandi. Elle ne portait plus de haillons gris. Elle portait un maillot de bain jaune vif et courait après un chien labrador doré qui sautait dans l'écume de la mer. Elle avait l'air saine, forte, heureuse. « Je te vois, Lumière !» cria-t-il en retour, saluant de la main. « Attention au courant. »« Ce n'est rien, je sais déjà nager, » répondit-elle, plongeant dans une petite vague. Étienne sourit et ferma le livre. La satisfaction qu'il sentait dans sa poitrine était chaude et solide. Au cours de la dernière année, il avait reconstruit les industries Montaigne, purgeant la corruption que Béatrice avait semée et réorientant l'entreprise vers des projets d'impact social. Mais son plus grand succès n'était pas dans les bilans financiers. Il était là, sur cette plage. « Étienne, mon fils, viens m'aider avec ça. » Appela Margot de l'intérieur de la maison. Étienne se leva et entra. La cuisine était le cœur de la maison. Elle sentait la coriandre, le citron et le poisson frit. Margot était devant la cuisinière, fredonnant une vieille chanson. Elle semblait rajeunie.
Les douleurs aux os avaient diminué avec le climat chaud et la bonne alimentation. Et bien que ses mains fussent toujours déformées par le travail d'une vie, elle ne manipulait plus que des ingrédients frais et des fleurs. « De quoi as-tu besoin, maman ?» Sort la table dans le jardin. Thierry vient d'arriver avec sa femme et ils ont apporté le gâteau. Lumière insiste pour que nous mangions dehors sous le manguier. Quelle table? La nouvelle en tech. Margot se retourna avec un sourcil levé et un sourire espiègle. Non, mon fils. La table, notre table. Étienne laissa échapper un éclat de rire. Bien sûr, dans un coin de la cuisine moderne, détonnant glorieusement avec les appareils électroménagers en acier inoxydable, se trouvait la vieille table en bois. Il l'avait apportée de la cabane de la colline. Cela avait coûté plus cher de la transporter que d'en acheter une neuve. Mais Étienne avait insisté. Un menuisier l'avait poncée et vernie pour qu'elle ne donne pas d'échardes, mais il avait laissé toutes les cicatrices, les marques de couteau et les brûlures. C'était son encre. Étienne chargea la table. Elle était lourde, mais ce poids, lui, était agréable. Il la sortit dans le jardin et la plaça sous l'ombre généreuse du manguier, juste où l'on voyait la mer. Thierry apparut par le chemin d'entrée, portant une boîte de pâtisserie, suivi de son épouse. Étienne salua l'avocat d'une forte accolade. « Tu as l'air excellent. Que dit l'oculiste ? 20e à l'œil droit et presque parfait au gauche, répondit Étienne en aidant à mettre la nappe. Il dit que c'est un miracle médical. Moi, je dis que c'est la soupe de maman. Lumière arriva en courant de la plage, trempée et pleine de sable, suivie par le chien qui s'ébroua, mouillant tout le monde. Il y eut des cris et des rires. « Va te laver, ma jeune demoiselle », ordonna Margot en sortant avec une grande marmite en terre cuite. Personne ne s'assoit à ma table avec du sable. Quelques minutes plus tard, tous étaient assis autour de la vieille table en bois. Le soleil commençait à s'enfoncer dans l'océan, teignant le monde d'un doré royal. Il y avait de la nourriture simple mais délicieuse, du séviche frais, du riz, du poisson frit et des bananes plantains. Étienne regarda autour de lui. Il vit les couleurs vibrantes des fleurs. Il vit le bleu profond de la mer. Il vit le visage rougi de sa nièce. Il vit la paix dans les yeux de sa mère. Et il vit la loyauté sur le visage de son ami. « Je veux faire un toast », dit Étienne en levant sa coupe de vin. Tous se turent et levèrent leur verre. Lumière leva le sien, plein de jus d'orange. « Il y a un an, commença Étienne, et sa voix trembla légèrement d'émotion. J'étais assis sur un banc de parc, croyant que ma vie était terminée. J'étais entouré d'obscurité, non seulement dans mes yeux, mais dans mon âme. J'ai pensé que l'argent était tout et que j'avais tout perdu. » Il regarda Lumière. Alors, une fillette m'a mis la main sur le front et m'a dit « Une folie. Je peux guérir vos yeux. » Je ne l'ai pas cru, mais elle ne parlait pas de cornée ni de nerfs optiques. Elle parlait de voir la vérité. Il regarda Margot. « Grâce à vous, j'ai appris que la vraie cécité est l'indifférence. La vraie cécité est d'oublier d'où l'on vient et qui l'on aime. Aujourd'hui, je peux voir le coucher de soleil, et il est magnifique. Mais rien, absolument rien de ce que mes yeux peuvent voir maintenant, n'est aussi beau que ce que j'ai ressenti quand vous m'avez serré dans vos bras dans cette cabane sombre quand je n'avais rien. » Étienne prit la main de sa mère et celle de sa nièce sur la surface rugueuse de la vieille table. « À la vision, » conclut Étienne, « à celle que l'on voit avec le cœur, et à cette table qui ne nous manque jamais, où que nous soyons. »« Santé !» crièrent tous à l'unisson. Les verres s'entrechoquèrent, les rires emplirent l'air, se mélangeant au son de la mer. Tandis que le soleil terminait de se cacher, laissant place à un crépuscule plein d'étoiles, Étienne resta à regarder Lumière, qui expliquait à Thierry avec des gestes exagérés comment elle avait attrapé une vague géante. Étienne enleva ses lunettes de lecture et les laissa sur la table. Il n'avait plus besoin de filtre. Il regarda vers le ciel, où la première étoile de la nuit commençait à briller, et murmura pour lui-même. « Et peut être pour la sœur qui le regardait d'en haut. Je vois tout, Sophie. Maintenant. Oui, je vois tout. » La caméra s'éloigne lentement, montrant le groupe heureux réuni autour de l'humble table en bois au milieu du paradis, jusqu'à ce que l'image se fonde avec la lumière des étoiles et que l'écran passe au noir. Fin.